Bonjour Clarisse, ravie de te recevoir aujourd'hui. Comment ça Bonjour va? Florence, mais ça Ça va va bien? super bien. Merci, merci de cet échange en perspective. Et avec plaisir, c'est nous qui allons en profiter. Alors, je te propose qu'on plonge tout de suite dans le vif de notre sujet du jour. Comment est-ce qu'on peut réussir à associer ses clients à une démarche RSE? Alors, c'est une sacrée ambition. Et pour commencer, c'est quoi tes convictions sur le sujet? Toi qui as expérimenté cette démarche, si tu avais trois convictions à partager, ce seraient lesquelles? Bah, écoute, déjà, moi, ce que je te propose, c'est déjà de revenir à la base. C'est quoi une démarche RSE? Euh, c'est important de le réexpliquer. C'est une responsabilité qui est sociétale et qui doit être portée par tous ceux qui font vraiment l'activité et le Mhm, modèle d'affaires d'une entreprise. Du coup, elle est souvent née d'une conviction de dirigeants forte que mhm. les enjeux sociaux et environnementaux sont vraiment les facteurs essentiels à prendre en compte dans la croissance économique d'une entreprise. Du coup, quand on part de ce constat, moi, je vais peut-être te donner quelques exemples par rapport à mon expérience. Dans l'agroalimentaire, par exemple, ça implique dans la filière de commercialisation, dans le sourcing, de s'assurer que tous les maillons de la chaîne puissent être rémunérés au-delà de leur coût de production. Donc ça, c'est un impact social vraiment fondamental. Que également une qualité de production responsable, qu'on dit aujourd'hui un peu plus responsable, elle soit au cœur des attentions. Du Mhm, coup, dans cette démarche, un exemple concret, c'est qu'on va associer à des critères d'évaluation une empreinte environnementale et des mhm. exigences éthiques ou réglementaires en fonction de la filière concernée. Et du coup, bah, tu vois, tous ces enjeux-là, c'est extrêmement important dans cette transformation que ça permet de répondre à des nouvelles attentes de consommateurs, comme tu le sais, qui sont de plus en plus éco-sensibles. Sans Absolument. oublier, et 2025 est quand même une année particulière, que la vente est toujours la finalité prioritaire. Of course, c'est le business. Voilà. En tout cas, pour Donc, que ce soit pérenne dans le temps, ouais, il faut que le business soit bien dans la boucle. exactement. Donc, un client qu'on fait bouger sur ses attentes qui sont de plus en plus engagées, ça va forcément influencer un mode de production différent. Donc, c'est pour ça que c'est important de l'impliquer dans cette phase de transition. Par la suite, moi, je dirais qu'il y a un troisième point qui est important, c'est aussi que ces clients peuvent être des contributeurs clés de l'innovation en interne. Si on embarque une direction de production, des achats, et ça va aussi orienter des choix de R&D, de nouveaux modèles de production qui soient plus engagés. Et on a aussi une influence sur des modèles de contractualisation gagnant-gagnant. Ça, moi, pour moi, c'est quelque chose de très important dans lequel j'ai une grande conviction. C'est l'éthique aussi dans le modèle des affaires. Et ça, c'est quand même un des piliers aussi des indicateurs ESG. C'est que les nouveaux modèles commerciaux doivent faire gagner de l'argent à tout le monde. Partagé. Mais en plus, tu vas nous parler de tout ça un petit peu Oui, plus bien loin sûr. voilà, dans notre Ouais, échange. Alors, exactement. faire participer ses clients, c'est audacieux aussi. Et puis, ça peut être, on imagine, parfois un petit peu risqué. Je crois que c'est surtout ça qui doit être un frein pour ceux qui ont envie de s'y lancer. Selon toi, comment est-ce qu'on peut naviguer entre ces opportunités et aussi les défis que ça implique? Ouais. Alors moi, je reviendrai peut-être avec un élément important, c'est que ces clients, pour revenir à eux, ils sont aussi une courroie de transmission logique pour renforcer la vision stratégique des dirigeants. Et Courroie de ça va faire, transmission, c'est intéressant ouais, ça. ouais, Ouais. et c'est surtout, ça permet de faire gagner du temps pour tester des développements, pour voir l'opportunité de nouveaux marchés à impact. Et à terme, ces clients, ils vont être quand même les meilleurs ambassadeurs des produits de la marque dans le cadre d'un nouveau lancement, d'une Donc, nouvelle production. opportunité, réelle Donc, opportunité. énorme opportunité. Mais risque Alors, aussi. énorme risque. Donc, je dirais qu'en amont, c'est quand même important que dans l'entreprise, on ne va pas improviser des nouvelles méthodes qui vont casser les codes de la culture de l'entreprise. Donc, je pense que c'est hyper important que la direction de l'entreprise, elle accepte aussi une forme de transparence totale. Ça veut dire que on accepte dans des réunions d'échange de partager des convictions en cours, d'ouvrir un dialogue pour être challengé sur une stratégie à moyen et long terme. Donc ça veut dire que on a une direction qui accepte d'être challengée à ce stade de ses Ouais. réflexions. Oui, en cours. Pas En forcément le cours. truc fini, mais Voilà. voilà, en Ouais. cours. Voilà. Parce que Donc c'est ça, souvent ça, c'est en fait, là, en général. Le côté montre rien tant que c'est pas terminé. Là, même exactement. si c'est pas totalement sec, Ouais. comme on dit. Ouais. On assume de le partager, mais il faut le faire, je pense, avec une certaine logique et une certaine méthode. Et tu me parlais du risque.
Je dirais aussi, et ça c'est important, c'est que cette mise à découvert, elle peut être aussi inconfortable, parce qu'elle doit faire appel à de l'intelligence collective et surtout à une confiance partagée au cœur des Ouais. échanges et des réflexions. Mais c'est quand même prouvé pour avoir expérimenté cette dynamique que les opportunités à long terme, elles surpassent largement les risques, Ah car oui, elles peuvent vraiment ouvrir la voie à des nouvelles solutions qui sont innovantes et souvent qui répondent à des opportunités, des détections dans ces groupes de travail. un côté un peu Euh, plus opportuniste. On ouais, saisit les exactement. opportunités, Ouais, on est plus connecté au exactement. marché. Très bien. Exactement. Et l'enjeu pour moi de ces expériences, de ces expérimentations, c'est que ça quand même, ça permet de faire gagner du temps dans les développements. Ça permet aussi d'économiser des coûts. Tu vois, souvent, on va prendre un cabinet de conseil pour tester des études conso. Bah là, on est vraiment au cœur de notre pilotage et ça nous fait gagner du temps et du coup de l'argent. Et à terme, ça permet aussi de gagner des nouvelles parts de marché parce qu'on a pris une longueur d'avance. Clairement. Je te propose qu'on passe à une facette un petit peu plus encore concrète, on va dire. Ouais. Selon toi, ton retour d'expérience, c'est quoi les outils ou les structures que tu recommanderais quand on décide de transformer cette vision RSE en une collaboration concrète avec les clients? Bien sûr. Alors déjà, peut-être qu'en amont, on sait que la RSE est pas une science, euh, je dirais, figée et que souvent, elle interroge. Donc Mm, mm. déjà, il n'y a pas d'outils, je dirais, Magique. identifiés, basiques. Et les outils, déjà, il faut aussi qu'ils soient cohérents avec ce que l'entreprise utilise dans sa gestion de projet. Pour moi, ce qui est fondamental, c'est qu'il faut qu'il y ait un chef d'orchestre et un donneur d'ordre opérationnel. Et d'ailleurs, ça peut être les deux à la fois, parce que en fonction de la thématique d'innovation RSE ou de transition durable, bah, si c'est de la production, par exemple, associer le directeur des achats ou le directeur commercial à cette réunion, c'est quand même cette fonction C'est qui un va ensuite sponsor faire basculer. Exactement. Donc ça, c'est essentiel. important déjà que ça soit porté par des fonctions opérationnelles et stratégiques. Très bien. Ap- Après, je dirais que c'est quand même très difficile de lancer des discussions ouvertes parce que ça va ouvrir la voie à beaucoup peut-être d'idées, de débats. C'est pour ça que c'est important que le chef d'orchestre puisse vraiment présenter des axes stratégiques qui sont bien définis en amont, sur lesquels il va réunir un comité restreint qui va les challenger ou les valider. Donc, il y a des Euh, convictions qu'on pose au ouais, départ ouais, et ensuite on vient les enrichir, les challenger, exactement. mais on n'arrive pas avec une question, à votre avis, comment est-ce Ouverte. qu'on peut faire? Non, voilà, je pense que ça, Très c'est bien. fondamental parce que c'est du coup, comme je te dis, ça va faire perdre le propos et Pour on est dans le cadrer cadre où, l'échange. voilà, qu'on cadre l'échange avec un objectif clair. Très bien. Et ça, pour moi, c'est important, mais je dirais un peu comme toute méthodologie de réunion collective. On sait que la réunionnalité aiguë qui sert à rien, mais là, c'est surtout, et tu verras, je pense qu'on en reviendra après, c'est aussi le respect du client qui prend de son temps pour Bien sûr. participer à ces réunions. OK. Après, j'ai un deuxième point sur la méthodologie, c'est la composition du groupe. C'est hyper important pour moi de réunir des clients variés. On peut avoir, par exemple, des nouveaux clients. On peut avoir des clients historiques qui sont peut-être plus réfractaires au Moins changement de impliqué, méthode, ouais. voilà, moins impliqués ou se disent maintenant ça marche bien, pourquoi on irait changer des choses. Et ceux en prospection, qu'on a peut-être envie de challenger et de gagner par derrière. Et donc, ce groupe à profil assez varié, il faut qu'il ait une feuille de route et des objectifs pour chaque interaction, que ça soit à court, moyen et long terme. Et ça, Tu c'est as un important. Voilà. tu as un petit exemple, je crois, très concret, dans l'agroalimentaire de ton expérience? Oui, alors du coup, moi, je dirais, ça peut paraître basique, mais souvent, comme je l'ai dit, les démarches peuvent être aussi du bon sens, Simple. Mmh. simple. Et je dirais que bah, moi, j'ai un exemple marquant, c'est d'avoir organisé en fait des rencontres terrain surtout ceux qui font la filière, et souvent qui prennent jamais le temps de se rencontrer ou d'apprendre à se connaître sur leurs spécificités. Par exemple, faire venir des clients acheteurs ou futurs acheteurs, des détaillants qui viennent référencer des produits, et les producteurs qui sont là, responsables de cette nouvelle qualité durable qui va être mise en place. Et ça, de les réunir au même endroit, d'apprendre, de montrer justement quelles sont leurs spécificités, leurs exigences, bah, ça permet de co-construire un modèle de filière De tous, qualifié, de chacun, en équitable. fait. Ouais, Exactement. ouais. Et tout le monde apprend à connaître ses besoins. Et les contraintes Euh, aussi?
ses limites, ses contraintes économiques. On sait que, par exemple, bon, un exemple, dans l'élevage, bah, souvent, pour changer de modèle, c'est au moins 3 à 5 ans. Donc, on n'embarque pas un changement juste parce qu'on veut un bon produit qui soit qualifié. Donc, tu vois, c'est aussi, ça permet à la fin d'avoir aussi une vision partagée, qu'elle Super. soit économique, écologique, sociale. Une prise de conscience de toutes Oui, les parties prenantes. ouais. Très bien. Quel conseil pratique, allez, on continue dans ce côté très pratique, tu donnerais à ceux qui souhaitent impliquer leurs clients de manière efficace et durable? Mhm. C'est quoi tes petits conseils? Bah, je dirais, moi, j'ai pas été toujours nickel, hein, je le dirais aussi, parce que c'est plus tu l'exerces, Puis plus c'est tu, voilà, c'est voilà, tu prends, l'expérimentation, hein, c'est test and voilà, learn, clairement. exactement. Et puis, plus tu vois les effets que ça a aussi sur bah, les livrables, tu te dis que c'est une Bien sûr. méthode qui peut se dupliquer. Moi, je pense qu'en amont, c'est déjà, comme je l'ai un peu dit avant, c'est d'être clair sur la démarche initiée. Pourquoi on fait ça? Mhm. Quelles sont les étapes et quels sont les livrables attendus? Ça aussi, c'est très important parce que ça donne un cadre, même Mhm. si on va avoir une ouverture à l'écoute et à ce que les clients peuvent nous apporter, et les participants. Deuxième point pour moi qui me paraît aussi important, c'est d'écouter les clients avec bienveillance, ne pas arriver avec ses propres convictions et injonctions, mais sans perdre une exigence. Surtout l'exigence de se dire il faut rester pragmatique dans ce qu'on attend d'eux pour qu'ils ne se sentent pas non plus instrumentalisés. Mhm. Et ça, c'est important, voilà, que tout le monde soit traité d'égal à égal. Mhm. Ensuite, ça serait aussi de les valoriser dans cette démarche pour qu'ils aient l'impression, et même c'est quand même le but, c'est d'avoir la primeur des informations d'une nouvelle R&D en cours, et comme aussi qu'ils sentent qu'à la clé du livrable, ça incarne également les décisions qui ont été prises au bénéfice de ses clients. Super. Donc on les utilise pas et après, voilà, on Merci, au disparaît. revoir. On entretient le lien pour Ouais, qu'ils soient un petit peu au courant des informations et du fait, ils en deviennent des super bons ambassadeurs, quoi. En exactement. plus. Ok, Exactement. Et top. après, tu me parlais d'outils en amont. Moi, je fais quand même outil process, souvent, ça peut faire peur. Moi, je pense qu'il faut justement il faut mettre en place des outils qui soient simples, qui facilitent la collaboration, qui soient aussi cohérents avec la manière dont tout le monde travaille et qui permettent aussi de concrétiser et que les livrables soient vraiment appropriés par tous les profils d'utilisateurs. Et ça dépend, comme je te dis, des personnes autour de la table pour qu'ils se sentent, voilà, que ça ramène pas de la lourdeur dans des échanges, mais que ça cadre bien, ça simplifie bien les actions et les décisions. Super. Et c'est hyper précieux, hein, tous ces petits conseils-là. C'est Mm. vraiment la Bah, écoute, substantifique merci moelle, retour Florence. d'expérience, Souvent, on hein. n'a pas l'impression que, tu vois, Que c'est mais précieux, mais si, parce voilà, que que c'est c'est précieux. structuré, tu as le recul, Ouais, en fait. Donc, ouais. voilà, on peut être assez méthodique et suivre point Mm. par point. Alors, tout ça, c'est pour un objectif d'impact et tu as eu un petit Ouais, peu de recul aussi. Donc, c'est ouais. quoi les résultats tangibles que tu as pu observer jusqu'ici? Et est-ce que tu peux nous donner un exemple qui t'a particulièrement marqué? Ouais, en fait, bah, on parlait de livrables. Tu vois, à l'issue de ces rencontres terrain entre producteurs, éleveurs, détaillants, revendeurs et clients finaux, en fait, tu vois, nous, on a réussi à définir, je dis on parce que c'est un travail d'équipe, définir une grille de qualité responsable et éthique. Alors, derrière ces mots, bah, il faut qu'il y ait des preuves et des méthodes et du concret. Et donc ça a été créé en collaboration avec les clients. Et ça Mhm. permet du coup d'établir des niveaux de qualité attendus sur des produits. Dans ce cas particulier, c'était des produits carnés pour les communiquer aux producteurs éleveurs. C'est-à-dire, on leur montre quelle est la qualité attendue concrète pour qu'eux comprennent la transformation de leur modèle de production, qu'est-ce que ça va donner au final. C'est un référentiel qui va du coup les inciter à transformer ou à faire évoluer leur modèle. Et du coup, bien évidemment, on va s'adapter aussi à la taille et la structure de production sur ce référentiel. Et à la clé, c'est quoi? Bah, c'est qu'ils optimisent leur rémunération. Et ça, moi, Mhm. c'était une démarche initiée d'avoir un impact économique et social qui soit avant tout que les éleveurs puissent mieux vivre de leur métier et de leur Toute la chaîne transformation. doit en profiter. Voilà. Alors, bien sûr, derrière une grille, un document, une méthodologie, une démonstration, tout ça se fait, bien évidemment, ça doit s'accompagner de visites terrain. Et moi, notamment dans ce cas-là, c'était avec une responsable qualité en amont qui va expliciter et qui va faciliter ce suivi avec chaque producteur. Il faut réussir à transformer ça concrètement. Oui, et puis il faut embarquer les équipes et avoir des personnes qui portent aussi bah, cette nouvelle méthode. Génial. Super, super concret. Merci. Et je dirais après, ça, je dirais, c'est le premier point sur vraiment un peu une charte qualité. Ouais.
dans le cadre aussi d'une nouvelle création de gamme et de production. Je dirais qu'il y a un deuxième élément souvent qu'on oublie, c'est aussi pourquoi pas, nous, ça a été la volonté, c'est d'établir un nouveau modèle d'engagement de production, un nouveau modèle commercial et d'achat pour assurer des débouchés à ces nouveaux élevages qualifiés, dans le cas de l'exemple que je te donne, parce que faire changer un modèle de production, il faut assurer des débouchés commerciaux. Là, on a une responsabilité aussi, nous, en tant que marque et groupe, de le faire. Du coup, moi, dans ce cadre-là, je n'ai pas hésité à faire intervenir un expert en affiliation. Affiliation, alors moi, c'est dans mon passé professionnel aussi, dans le luxe, c'est qui concrétise finalement juridiquement le cadre d'affaires que toi, tu veux avoir aligné sur les objectifs du modèle d'affaires durable que tu inities. Et ça, c'est important parce que faut un peu prendre des codes, peut-être, des méthodes d'autres Claire. secteurs et que, en fait, Ça, c'est super intéressant. le rendu juridique soit, y compris dans les mots utilisés, cohérent avec tout ce qu'on s'est dit sur le terrain et que ça ne vienne pas rajouter de la lourdeur dans quelque Claire. chose qui n'a pas été défini en amont. Et puis capitaliser, comme tu disais, sur une bonne pratique qui existe déjà dans d'autres secteurs. Voilà, Il faut quand même aller exactement. aussi l'identifier et se questionner Ouais, sur où est-ce que ça va se jouer. Et le ouais, fait que ce soit aussi même un partenaire juridique, c'est aussi intéressant, ça oui, aussi. C'est d'avoir choisi ouais. cet Et ce que je angle-là. trouve, et tu vois, on parlait d'avoir un message, un objectif clair en amont, souvent, il faut aussi embarquer le juridique dans ce que tu veux. C'est D'ailleurs, vrai. c'est tout avocat, et c'est aussi toi qui dirige ton avocat. Mais là, ça donne des idées nouvelles. Et quand il comprend l'écosystème, tu vois, c'est pas un contrat de 10 pages, mais ça va être juste une lettre d'engagement qui pose les choses de manière exactement précise, telle qu'on se les a dit en réunion, et qui soit vraiment un acte d'engagement de toutes les parties. Et tu vois, même nous, on avait défini de mettre aussi une clause, une solution, moi je dirais plus une annexe, en cas de rupture commerciale. Qu'est-ce qui se passe dans cette chaîne vertueuse? Et qu'est-ce qu'on assure à nos éleveurs en cas de rupture commerciale? Et qu'est-ce qui se passe aussi en cas d'événement climatique? Et comme tu le sais, aujourd'hui, c'est un véritable enjeu. D'actualité. Voilà, notamment sur des élevages à l'herbe. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, sur cette dynamique-là, en cas d'événement climatique où la production n'est pas au rendez-vous, se fait plus rare? Comment on continue à s'engager sur des débouchés commerciaux? Et ça, c'est un vrai moyen aussi de différenciation, j'imagine, par rapport à d'autres acteurs. Enfin, le fait de choisir jusqu'où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va mettre dans cette Ouais, lettre. tout On à crée fait. aussi une relation particulière avec les Oui, parties prenantes qui vont la signer. ouais. Et on parle aussi, tu disais, on parlait un peu d'écoute, d'être à Mm. l'écoute tous au même niveau, C'est de une se démonstration de cette Voilà. écoute, très concrète. Et après, il faut aussi en amont, alors ça ne s'improvise pas sur le terrain, forcément, quand en plus, moi-même, je venais pas forcément du milieu agricole, mais c'est beaucoup d'observations. Moi, c'était un an d'observation. Et puis voir aussi comment les pratiques s'exercent dans le milieu de la distribution agroalimentaire. Claire. Il faut être quand même un peu au fait professionnel Mais pour le pas marché arriver comme derrière. ça. Voilà. Tout à Quel est fait. le marché et quelles sont les méthodes utilisées chez les autres? Ouais. Clarisse, c'était une pépite, cette interview. Moi, je trouve, hein, c'est hyper pratico-pratique et je pense que vraiment cette idée de mettre les clients au cœur et de voir comment le faire, je pense que ça peut être très rassurant ton retour d'expérience parce que voilà, ça donne un cadre, des clés et on espère que ça donnera envie à plein d'entreprises de jouer le jeu et de se mettre dans cette démarche. Merci beaucoup, Clarisse. Si on a envie de continuer d'échanger avec toi sur ce sujet, où est-ce qu'on peut te contacter? Écoute, sur LinkedIn, je pense que c'est le meilleur moyen de créer une connexion, mais avec grand D'ailleurs, plaisir. C'est un c'est là qu'on sujet s'est qui me rencontrés passionne, d'ailleurs. voilà. Et en mouvement permanent. Génial. Merci beaucoup. Je crois vraiment que cette interview, elle illustre bien combien l'engagement des clients, c'est un ingrédient qui peut être particulièrement riche dans une démarche RSE. Encore, comme tu le disais, faut-il savoir comment leur proposer cette proposition audacieuse. Et là, c'est plutôt le côté communication et marketing qui nous fait sens chez Greenlogy. Réussir à choisir les bons mots, valoriser ce qu'on a y gagné, susciter l'engagement. Et bien, grâce à des approches innovantes en communication, en marketing, en pédagogie, c'est exactement le savoir-faire de la team Greenlogy. Donc, il peut être assez complémentaire dans le type de situation que tu viens d'évoquer. Si vous avez donc dans l'idée de tendre la main à vos clients pour participer à ces démarches RSE, n'hésitez pas à caler un petit créneau dans mon agenda. Avant de lancer vos invitations, on pourra réfléchir ensemble à leur formulation. Avec grand plaisir. Merci Clarisse et à très très bientôt. Merci encore beaucoup, Florence, pour tous ces échanges. À très bientôt.